Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Sandrine, bienvenue à What Moves You. Merci. Merci de partager ce petit moment-là avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Là, je suis sûre que toutes les gens qui écoutent savent déjà un peu ton parcours, ton histoire. Ah ben moi, là, je sais moi pas, je suis pas la nouvelle prétention. à ton monde. Fait que c'est qui Sandrine? On va commencer avec ma carrière de ski de fond, j'imagine. Fait que je suis une ancienne athlète de ski de fond. J'ai fait du haut niveau pendant plus de 10 ans. Dans le fond, j'habite ici au Mont-Saint-Anne parce que j'ai déménagé à l'âge de 18 ans pour faire partie du Centre national d'entraînement Pierre-Hervé qu'il y a ici à Saint-Fériol. Donc, je suis jamais partie. Je suis encore là. J'adore vraiment l'endroit. Fait que j'ai fait de nombreuses années sur le Centre national, l'équipe nationale, puis je suis allée 2 fois aux Jeux olympiques. J'ai fait plus de 70 Coupes du monde, 5 championnats du monde, bref, j'ai fait le tour. Ouais. Puis j'ai pris ma retraite en 2022 après les derniers Jeux de Beijing, après avoir atteint tous mes plus grands rêves et objectifs personnels. Wow. Malgré tout, ça a été vraiment une transition difficile vers la vie normale. Là. Je peux imaginer. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a pris un bon 1 an et demi avant de me sentir totalement rétablie, pas rétablie, mais que la transition avait été bien complétée. OK. Que j'avais mes nouveaux repères. Puis là, aujourd'hui, je travaille pour Égale Action, qui est un OBNL qui promouvoit l'avancement du leadership des femmes et des filles dans le milieu du sport au Québec. Trop cool! Oui, puis faut pas que j'oublie mon programme Féminin Action aussi, que j'ai cofondé avec mon ancienne coéquipière Laura Leclerc. Donc, Féminin Action a comme objectif d'encourager les filles et les entraîneurs femmes à rester dans le monde du ski de fond. Parce que c'est ça, on a de la difficulté avec la rétention. Ouais. Wow. OK, beaucoup de choses à aller déballer. Fait que premièrement, est-ce que tu skis depuis que tu es tout jeune? Le ski a rentré comment finalement dans ta vie? Dans le fond, ma mère, c'est une ancienne athlète de l'équipe nationale également, en ski de fond également. Puis, dans le fond, c'est elle qui nous a transmis la passion pour le ski de fond à moi, mon frère et mes sœurs. Donc, on est 4 enfants chez nous. Wow. On a tous fait du ski de fond. Puis oui, j'ai commencé assez jeune, mais ma mère, elle avait vraiment eu une mauvaise expérience avec son entraîneur à l'époque. Puis, elle m'a jamais poussée vers la compétition parce qu'elle avait été brûlée. Puis, elle voulait pas nécessairement qu'on fasse de la compétition. Fait que j'ai fait 8 ans de piano quand j'étais jeune. Mais elle s'est rendue compte que des personnes malsaines, il y en avait vraiment dans tous les domaines. Puis j'étais tellement compétitive, c'était à l'intérieur de moi que j'ai vraiment voulu aller vers la compétition par moi-même. OK. Fait que c'est commencé un enfant de famille très jeune. Puis c'est quand le moment où que ça a commencé à devenir genre sérieux pour toi, non seulement genre les heures d'entraînement, la compétition, mais juste, en tout cas, je suis pas athlète, mais je peux imaginer qu'à un moment donné, il y a comme un shift qui se fait entre du moins sérieux puis du plus sérieux. Ça a été comment ce moment-là pour toi? Ben, dans le fond, j'ai commencé à faire partie d'un club à l'âge de 16 ans, ce qui est considéré vraiment tard dans un développement d'athlète, surtout quelqu'un qui va vers le haut niveau. Mais à ce moment-là, je savais pas. Non, c'est ça. Mais avant ça, j'ai fait d'autres sports d'endurance. Donc, j'ai fait de la natation pendant mon secondaire, ce qui m'a mené à faire du triathlon. Puis c'est en secondaire 3 que j'ai participé aux Jeux du Québec en ski de fond. Puis j'ai vraiment eu la piqûre pour la compétition de plus haut niveau. Là. À ce moment-là, c'était de haut niveau pour moi. Puis après ça, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire dans un club local dans les Laurentides, parce que c'est là que j'ai grandi. OK. Puis à partir de ce moment-là, j'ai progressé très rapidement. J'étais vraiment passionnée. Le ski de fond, c'est un sport extrêmement technique. Puis j'adore aller chercher les petits détails techniques. Partout où est-ce que je peux m'améliorer. Je suis très à l'écoute de mon corps. Fait que j'ai progressé très rapidement. Puis j'ai passé 2-3 ans avec mon club. Déjà, j'étais rendue au Centre national après. Wow. C'est vite, genre ça pour le comme trajectoire. Quand même, oui. Wow. J'ai pas un parcours très typique. Fait qu'à ce moment-là, ça représentait quoi dans ton quotidien, dans ton horaire, mettons, en semaine, le volume de qu'est-ce que tu faisais? Ben, à ce moment-là, à partir de l'âge de 18 ans,
le ski de fond, c'était considéré comme mon emploi à temps plein. Fait que c'est ça que je faisais. À ma première année sur le Centre national, j'avais une petite job d'étudiante, là, parce que ça coûte très cher. Le ski de fond, on a beaucoup de voyages, de camps d'entraînement à faire, de compétitions. Mais après ma première année sur le Centre national, je suis arrivée 15e au championnat du monde junior, ce qui m'a permis d'obtenir un brevet d'athlète. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu un brevet, ce qui m'a permis de me concentrer uniquement sur mon entraînement. Donc, je m'entraînais environ entre 12 et 25 heures par semaine, dépendamment de la période de l'année, parce qu'on suit ce qu'on appelle des microcycles, des mésocycles, fait que c'est tout planifié dans la planification annuelle pour atteindre un total d'autour de 750 heures par année. Aïe aïe. Ouais. Je suis contente. Ça fait plusieurs athlètes que j'accueille sur moi aussi, puis à chaque fois, je suis contente de ne pas être une de ces personnes-là. Mais en même temps, je comprends que pour quelqu'un qui est en train de vivre son rêve, tu sais, ça doit être magique, là. Oui, vraiment. Puis je trouve que, justement, en parlant des autres athlètes qu'on a accueillis, il y a toujours un petit discours autour du fait que, tu sais, il y a beaucoup... Je pense que c'est peut-être juste common dans ce monde-là que... Naturellement, vous êtes très jeune. C'est un moment de vie que, naturellement, d'habitude, il y a plein de choses qui se passent, là, des amis, des relations, l'école. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui trouvent ça quand même difficile, là, de tout mettre dans un panier, finalement. Ça a été quoi ton expérience avec ça, aussi jeune? T'sais, est-ce que tu as trouvé ça difficile de garder tes amis, de garder l'aspect social de ta vie, puis de gérer, je veux dire, cette transition-là qui est atypique, mettons? Oui, bien c'est sûr que ça a été difficile de m'adapter à ce mode de vie-là au départ, mais je suis quelqu'un qui est très structuré, très organisé, puis moi, j'avais mon plan d'entraînement, puis je l'effectuais à la perfection, puis ça a été comme ça tout le long de ma carrière, je suis vraiment à mon affaire, mais je pense que pour d'autres jeunes qui vivent ça, oui, ça peut être difficile, surtout à l'adolescence. On le voit justement avec le programme Féminaction. À l'adolescence, il y a des changements du corps, il y a des changements au niveau des amis, donc on se cherche un peu, on crée sa propre identité, puis on a envie d'explorer un peu, d'aller à la recherche de ses autres intérêts. Puis là, oui, il peut y avoir du décrochage. Puis qu'est-ce qui contribue à ça? C'est que souvent, les adolescentes ont une moins bonne expérience en sport. Le milieu sportif répond peut-être pas à leurs besoins. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi on a créé Féminaction, là, pour essayer de changer la culture. On va en parler, t'inquiète. Ouais. C'est ça. Mais pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment... dérangée dans mon parcours. Comme c'est sûr que j'étais à distance avec mon copain, ça a été plus difficile. Puis le déménagement ici a été difficile. Je me rappelle, je pleurais le soir, je m'ennuyais de ma famille. Fait que c'est ça. C'est sûr que c'est des gros choix. Ouais. Mais je regrette pas du tout. Là, ça a été des très bons choix dans ma carrière. Tu as parlé vite fait de la perfection, puis d'être vraiment discipliné envers ton entraînement, tout ça. Puis je pense que je parle d'expérience ici. Je me connais pas dans le monde des athlètes, mais juste, je suis très perfectionniste moi aussi dans la vie. Puis je l'ai vu dans mes propres ambitions que c'est très facile de dépasser la ligne, que la perfection devienne quelque chose de très négatif, quelque chose qui enlève le plaisir dans ce que tu fais, puis qui est pris peut-être un peu plus intense. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un défi pour toi à un moment donné dans ton parcours, puis comment tu as vécu ça? C'est vraiment une bonne question parce que trop souvent, les athlètes oublient le plaisir, puis c'est la clé du succès. C'est la clé à la motivation, puis à cause qu'on vise toujours la perfection ou ce qu'on pense être la perfection, soit à cause des critères de sélection qui sont imposés pour aller chercher notre brevet d'athlète, notre salaire, ben là, ça devient pas qu'on perd la tête, mais on oublie complètement le plaisir pour juste se concentrer sur les performances. Puis oui, j'ai perdu le plaisir de vue à un certain point dans ma carrière, puis c'est à ce moment-là que j'ai le moins bien performé. J'étais trop omnibulée par les résultats, puis j'oubliais la raison première pourquoi j'étais là, ma passion, mon amour pour le ski de fond. Ouais. Puis dans ce moment-là, ou dans les moments, s'il y en a eu plusieurs, que tu t'es senti un peu à l'écart de ce plaisir-là, c'est quoi que tu as fait pour y revenir finalement? Parce que je sais que j'ai parlé, je me souviens plus avec qui, là, mais avec quelqu'un qui disait que, tu sais, dans un environnement où que tout le monde le vit un peu de la même façon, dans le sens que c'est très discipliné, puis c'est facile de se comparer, puis surtout si t'es
t'es pas beaucoup, puis tu compétitionnes une contre l'autre. Ça a été quoi ta façon pour toi de revenir justement à ce plaisir-là de faire le ski, de bouger, tout ça? Ben, dans le fond, j'ai dû faire une prise de conscience parce que j'ai vraiment contre-performé l'année après mes premiers Jeux olympiques. J'avais vécu un rêve, puis après ça, j'ai vécu un super gros creux. Oui, un creux, un blues post-olympique qu'on appelle. Il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça. Il n'y a plus rien qui semblait aussi important pour moi. Puis j'étais diagnostiquée avec un trouble d'adaptation. OK. Puis ça s'apparente à une dépression, là. J'étais vraiment déprimée. Je savais plus où me diriger. Puis là, ben, c'est là que j'ai décidé que je devais reconnecter au plaisir, justement, à ce que j'aimais de l'entraînement. Puis j'ai fait beaucoup de travail en préparation mentale pour me sortir de là. Puis après ça a été vraiment de changer la culture au sein de l'équipe nationale de filles. Au début, on était beaucoup en compétition les unes contre les autres. On était jalouses quand il y en a une qui faisait une bonne performance. Mais après ça, on a vu que si on se tirait les unes et les autres vers le haut à l'aide des performances qu'on faisait, ben là, ça crée un environnement très positif. Puis justement, grâce à ça, nos performances s'amélioraient. Ouais. Puis là, on a commencé à s'améliorer puis à performer davantage. Puis c'était beaucoup plus sain. Ouais. Puis l'atmosphère était beaucoup plus détendue aussi. OK. Puis j'imagine, je veux dire, est-ce que... Je sais pas comment poser ma question, mais tu sais, toi, tu étais dans un moment de vie post-olympique où, tu sais, les moments où que justement, que tu as perdu le plaisir puis que le reste te suit. Si les filles ou les membres de l'équipe, là, ça n'a pas rapport, filles, gars, whatever, ils sont... Est-ce que c'est juste un cheminement naturel qui se fait en vieillissant que tout le monde devient un peu à cette place-là de genre, OK, on est tanné de genre être en compétition une envers les autres? Tu sais, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est si toi, t'étais là mentalement, OK, hey, je suis tannée, si vous êtes mes amis, on devrait s'encourager. Est-ce que ça arrive un peu naturellement que les autres se rendent à cette même place-là? Tu comprends ce que j'essaie de dire? J'ai de la misère. Je comprends. Mais je pense que c'est un choix délibéré là, et conscient. Okay. C'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. Il faut en prendre conscience. Puis je sais que c'était peut-être pas nécessairement comme ça dans l'équipe de gars. Fait que c'est vraiment nous qui avons décidé de changer la donne. Puis c'est vraiment... C'était la culture de performance qui était au sein de l'équipe nationale qui faisait qu'on était comme ça entre nous. Mais dès qu'on en a pris conscience et qu'on a réussi à changer ça, ben là, c'était juste pour le meilleur. Ouais. Fait que je pense qu'il faut juste en prendre conscience. Puis là, tu as parlé, t'es allée 2 fois aux Olympiques, une fois en 2018, si je me trompe pas, puis l'autre en 2022. Puis tu as parlé tantôt que c'est des énormes rêves de vie, là. Puis t'avais quel âge quand t'es allée pour la première fois? 24. 24, OK. Fait que c'est quand même très jeune pour vivre ses plus grands rêves, tu sais, à ce moment-là dans ta vie. C'est quand que c'est devenu ton rêve? C'est quand que tu t'es dit, hey, j'ai une chance de me rendre là? Hey, ça a été quand même tard dans ma carrière. Je suis pas rentrée dans un club de ski de fond en me disant, hey, moi, je vais aller aux Olympiques. Oui. C'est juste de fil en aiguille. Je sais pas, j'étais rendue dans mes objectifs. Tu sais, au début, je suis allée au championnat du monde, après ça, en Coupe du monde, puis après ça, l'étape d'après, c'est les Jeux olympiques. Fait que c'était vraiment comme, je pense, 2 ans avant les Olympiques, j'étais comme, c'est atteignable pour moi. Fait que, Puis pour les gens qui connaissent moins ça, moins inclus là-dedans, c'est comment ça fonctionne, ce processus-là de se qualifier pour les Olympiques? C'est des performances encore là. Faut toujours que tu fasses des performances, des critères. Fait qu'il y a des critères de sélection qui sont sortis l'année... c'est pas toujours l'année d'avant, là. C'est pas beaucoup longtemps avant le début de la saison. Puis là, t'as des performances cibles à faire en vue de te qualifier pour l'équipe olympique. Tu peux faire des pré-qualifications en Coupe du monde, puis il y a aussi des sélections canadiennes avec le reste des Canadiens pour les places restantes. OK. Puis j'imagine que... Attends. Faut que je pense à comment je vais... C'est clair dans ma tête, là. Des fois, le verbaliser, c'est plus difficile. À ce moment-là, on a parlé un peu tantôt, puis c'est une des raisons pourquoi tu as parti Féminin Action. Il y a moins de femmes qui restent dans le sport après un certain niveau, un certain âge. Est-ce que... ça va paraître niaiseuse, qu'est-ce que je vais demander, mais... Non, vas-y. Il y a combien de femmes, tu dirais, qui se rendent jusque-là, qui ont la chance d'aller aux Olympiques? Est-ce que c'est rare
qu'une femme se rend là. Parce que, tu sais, il y en a plus d'hommes qui font de la compétition dans ce sport-là, fait que c'est beaucoup plus contingenté. Les femmes, il y en a-tu beaucoup? C'est-tu super compétitif? C'est quoi l'ambiance autour de ça, en fait? Bien, il y a, en tout cas, dans notre sport, en ski de fond, il y a moins de femmes que d'hommes. Mais aux Olympiques, c'est paritaire, c'est presque égalitaire. Okay. Fait qu'on se rapproche d'égalité. Je pense même à Paris, ça va être 50-50. Wow. Mais le bassin est plus large chez les hommes. C'est juste que pour être aux Olympiques, les pays peuvent juste partir, en ski de fond du moins, là, 4 personnes par course. Fait que ça réduit le nombre de personnes qui peuvent y aller. Mais c'est ça, le bassin principal d'athlètes, disons, au Québec, au Canada, en ski de fond, c'est beaucoup plus faible chez les femmes, chez les filles, que chez les garçons. OK. Et les hommes. Puis là, je voulais revenir parce que j'essaie de me mettre à ta place. Je ne serai jamais dans tes souliers, mais j'essaie de me mettre... là, on a mentionné que tu étais très jeune quand tu as vécu ces énormes, genre, défis-là, ces objectifs-là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'accomplir des méga rêves comme ça si jeune dans ta vie. Puis là, tu as parlé que justement, il y a eu des petits blues, un petit creux après. On peut-tu rentrer dans ces détails-là? Puis c'est quoi qui se passait dans ta tête? Puis éventuellement, ben là, tu as parlé un peu des ressources qui ont été accessibles pour toi pour t'en sortir, mais dans le plus concret, pour quelqu'un qui est peut-être dans une situation similaire, même si c'est pas les Olympiques. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as à dire Ben oui, c'est semblable dans tous les domaines, là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée au jeu, j'ai eu des bonnes performances, puis après, ben, j'avais atteint mon rêve. Puis je me posais la question si je devais arrêter ou pas. Mais là, j'ai décidé que j'allais continuer parce que j'avais pas fini de donner tout ce que j'avais à donner à mon sport. J'avais pas fini de m'améliorer. Il y avait tellement de choses que je voulais accomplir. Donc, j'ai décidé de continuer. Par contre, c'est ça. Il y avait plus rien qui semblait aussi important que le rêve que je venais de vivre. Puis c'est là, c'est à partir de ce moment-là que je me sentais un peu vide de sens. Ouais. Je savais que je voulais faire un autre cycle olympique, mais ça semblait tellement loin. Puis, je sais pas, on dirait que j'avais moins de plaisir, j'avais perdu un peu le feu, la passion. Puis, je pense dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand on se trouve dans un creux comme ça, dans un trou, c'est difficile de s'en sortir toute seule ou toute seule. Donc, d'aller chercher des ressources, c'est toujours une bonne idée. La personne ressource va te donner des outils pour te permettre de justement atteindre des petits objectifs quotidiens jusqu'à temps que tu te sortes de ce trou-là dans lequel tu t'es mis toi-même. Fait que c'est pas facile, mais il faut pas avoir honte d'en parler, puis ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on pense. Non, absolument. Puis j'aime ce que tu dis parce que même, tu sais, je pense que c'est quelque chose que juste en vieillissant, c'est que tu n'as pas besoin d'aller aux Olympiques pour vivre à une affaire semblable, là, autant qu'une affaire professionnelle, que personnelle, peu importe. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans une situation comme ça, puis qui savent pas trop c'est normal, vers où je devrais me retourner. Fait que c'est pas le fun d'entendre, mais je trouve ça cool qu'on en parle parce qu'il y en a pas assez qui le font. Non, c'est ça. Puis ça a été quoi pour toi? Là, il y avait le deuxième cycle olympique, tu l'as refait, tu es retourné. Est-ce que tu as eu la même chose en finissant celle-là? Non, ça a été différent cette fois-là. J'ai vraiment fini sur un high. J'ai fait un record canadien au 30 km skate. Puis j'ai performé plus que ce que je pensais, qu'est-ce que j'avais anticipé. Puis là, ben, dans ma tête, je savais que c'était la fin pour moi. J'avais atteint ce que je voulais faire. Mon entraîneur m'avait dit « Ah, laisse-toi une petite porte ouverte au cas où que ça tente de continuer. » Mais moi, je savais que c'était la dernière fois que je faisais toutes ces belles choses-là. Puis vu que j'ai arrêté sur un high, qu'est-ce qui a été dur après? C'était de dire « Ah, mais pourquoi j'ai arrêté? J'étais encore dans la game, j'étais encore là. » Mais je me suis toujours dit que je voulais terminer sur un haut plutôt que dans un creux. Fait que, en tout cas, ça a été dur de cette manière-là parce que j'étais encore compétitive dans le milieu. Puis là, je me suis retirée. Puis qu'est-ce qui a été difficile? C'est vraiment la transition vers la vie normale. Ma vie, ça faisait 10 ans et plus qu'elle était d'une certaine manière, que je me définissais en tant qu'athlète, que j'avais certaines capacités, que j'avais une certaine routine, j'avais des amis, un cercle, puis là, soudainement, plus rien.
Je vais me reconstruire, me trouver d'autres amis, me trouver d'autres objectifs, me trouver un nouveau cercle. Fait que c'était beaucoup de premières fois. Ben ouais, mais en même temps, c'est tellement comprenable parce que je pense que pour tout le monde, peu importe leur quotidien, leurs objectifs, tout ça, je pense que c'est naturel de devenir adulte, de passer à travers un peu, tu sais, c'est des années où que tu te cherches, puis que tu te trouves, puis qu'il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de questionnements, beaucoup de réapprentissage, puis je peux même pas imaginer, je le sais de mon expérience, comment j'ai ressenti et que je ressentis encore ça, c'est dur. Puis après ça, j'essaie de me dire, hey boy, en plus, en étant complètement à l'extrême, d'avoir un peu comme une petite boîte. Puis tu te mettais dans ta petite boîte, ben, c'est comme confortable. Ouais, c'est ça. Puis là, une fois que tu rouvres la boîte, ben, hey boy, je suis qui en dehors ouais, de c'est ça? Fait que, c'est vraiment ça. Absolument. Puis je te comprends. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent puis qui vont te comprendre aussi parce que c'est tellement commun. Puis ça a été... Comment là, j'imagine, tu as eu d'autres objectifs, tu as trouvé d'autres rêves de vie suite aux Olympiques, ou du moins, tu es en train, peut-être. Oui, c'est ça, c'est comme tout frais encore. Là, mais... c'est ça. Ça a été quoi, c'est comment que tu as repris le beat, justement, de, bon, ben, what's next? Qu'est-ce que je fais? Puis où que je veux mettre mon temps? Qu'est-ce qui m'allume, peut-être? Je sais même plus. Ouais. Fait que t'en es où? Ben, j'ai comme vécu un deuil. Ouais. Je suis en grosse peine d'amour pour mon sport, pour ce que j'allais plus vivre, pour mes capacités que j'allais perdre, parce que, tu sais, on est à un très grand niveau de forme, là, à ce niveau-là. Fait que ça a été comme 1 an et demi, là, après les Jeux, avant que je me sente bien dans ma peau, dans ma tête, dans ma nouvelle vie. Mais là, ça va super bien. J'ai un nouveau cercle d'amis que j'adore, qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que moi. Sinon, j'ai un travail que j'aime. Je viens de graduer de mon bac. Fait que, c'est cool. Quand j'ai fait ma carrière de ski de fond, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. On en parlait un peu tantôt, mais on m'avait toujours dit « mets pas toutes tes énergies à la même place parce que l'après-carrière va être difficile ». Ouais. J'avais jamais anticipé que ça allait être autant difficile, mais au moins j'avais mes études, j'avais Féminaction que j'avais commencé 1 an avant ma carrière avec Laura. Puis, ben, c'est sûr que j'ai travaillé aussi pour Ski de fond Québec à travers ça, fait que j'ai eu une première expérience de travail. Ils m'ont embauchée même si j'avais pas terminé mon bac, fait que j'ai appris beaucoup avec ça. Finalement, j'ai décidé de finir mon bac, quitter Ski de fond Québec pour me concentrer à temps plein sur mes études. J'avais vraiment hâte de finir, ça m'a pris 10 ans à faire mon bac. Aïe aïe! Ouais. Fait que c'est ça, j'ai gradué 1 mois, puis là, j'ai commencé à travailler pour Égal Action, l'organisme dont je te parlais tout à l'heure. Puis ça rejoint vraiment mes valeurs, c'est cool. Ma vision, puis ben, je me sens très heureuse là-dedans. On vient d'acheter une maison, moi et mon conjoint, donc cool. Tout va bien. Ah non, je suis super contente pour toi. Merci. Fun. Je peux pas... J'ai de la misère même à imaginer, tu sais, je trouve que des fois, moi, je me pose trop de questions, mais je peux pas imaginer dans tes souliers comment tu essaies de naviguer tout ça. Puis je veux rentrer dans Féminaction parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Fait que là, on l'a un peu décrit, mais juste pour faire un petit recap, parce que là, on a parlé de plein d'autres choses. Ouais, on est allé dans tous les sens. C'est quoi Féminaction? Donc, Féminaction, c'est un programme qui vise à encourager les filles et les femmes à rester dans le milieu du ski de fond. On n'oblige personne, mais dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est venir changer la culture, changer la dynamique dans notre sport pour offrir à ces personnes-là une expérience hors du commun qui vont faire qu'elles auront envie de rester. Fait que on organise des camps d'entraînement. Ça, c'est le volet 1 de notre programme. C'est un programme très complet, d'ailleurs, là, tu vas voir. Mais volet 1, camp d'entraînement, on organise ça 2 fois par année. OK. Ensuite, on a le volet 2, visite en région. Donc, Laura et moi, on se déplace au sein des clubs pour aller vraiment élargir notre portée. C'est au Québec? C'est au Québec, oui. Mais on a fait un projet pilote l'année passée au Yukon. Oh! Donc, c'est ça. On est allé là-bas. Ça a super bien été. Fait que ça, c'est vraiment pour élargir notre portée parce que les camps d'entraînement, bien évidemment, on peut pas accepter tout le monde. On a un nombre restreint de places. Ensuite, on a le volet valorisation de la profession d'entraîneur qui est encore en train de se redéfinir. Donc, on engage des entraîneurs pour nos camps d'entraînement
pour leur offrir une expérience 100% féminine, parce qu'elles vont pouvoir évoluer sans se sentir observées ou quoi que ce soit. On leur donne des responsabilités, puis elles peuvent grandir là-dedans. C'est nouveau cette année, les jeunes filles entraîneurs peuvent se faire évaluer sur place pour avoir leur certification PNCE. Fait que ça, c'est nouveau. Ça leur permet justement d'augmenter de niveau grâce au camp. Fait que aussi, on avait commencé une communauté de pratique dans le cadre de ce volet-là. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme on voulait, fait qu'on est en train de redéfinir ce volet-là pour l'instant. Wow! Hey, c'est vraiment trop cool. Félicitations. Hein? Je peux pas parler à Laura, mais félicitations, Laura, si t'écoutes. C'est vraiment fantastique. Puis avez-vous, là, j'imagine que oui, là, mais avez-vous commencé à avoir un peu les effets concrets, là, tout qu'est-ce qui se passe grâce à votre beau travail? Oui, c'est trop drôle que tu dises ça parce que mon ancien entraîneur, il m'a texté tantôt pour me dire « Hey, c'est vraiment drôle parce que je travaille à 100% avec... en tout cas, 2 anciennes athlètes de Féminaction au Centre national. » Fait que là, il dit, tu vois l'impact que vous avez eu auprès des jeunes filles, on voit vraiment que ça a un impact concret. Fait que il y a ces filles-là qui sont rendues à un plus haut niveau, mais sinon, il y a d'autres filles qu'on a encadrées qui sont devenues entraîneurs ou qui veulent devenir entraîneurs. Il y en a d'autres qui ont quitté le milieu, mais sont encore passionnés par le sport. Fait que pour nous, ça, c'est pas un échec du tout. Fait que c'est juste d'avoir un mode de vie sain, puis un mode de vie sain et actif, de réfléchir, puis de rester passionné par le ski de fond. Oui. On vise pas nécessairement à ce que les filles fassent de la haute performance. Mais je pense que votre approche est vraiment unique parce que vous offrez plein de ressources là, pour plein de volets, mais en tout cas, dans qu'est-ce que j'en comprends, c'est qu'à la base de tout ça, c'est justement d'aller garder le plaisir dans tout ce que tu fais. Puis c'est la base. C'est la base, puis je trouve ça vraiment important parce que je m'y connais pas trop, mais il y en a eu tellement juste dans ma vie, là, des gens qui arrêtent, puis non seulement ils arrêtent de faire le sport en question, mais ils arrêtent de bouger, ils arrêtent de rester actifs, puis que même si avant, juste être dehors, ça leur faisait vraiment plaisir, ben là, ils ont tellement associé ça avec « ça me met de la pression, c'est négatif, c'est ci, c'est ça », que là, genre, ils font plus rien. Puis je trouve ça plate parce que ça l'a pas obligé d'être ça, là. Non, pas vraiment du tout. pas. Fait que je suis super reconnaissante de qu'est-ce que vous faites. Ah, à un moment mon donné, il Dieu. va falloir que j'aille voir tout ça, là. C'est vraiment trop cool. Puis là, on parle un peu, là, tu déménages à Saint-Fériol officiellement, vous avez acheté votre maison, il y a le projet de Féminaction qui continue ta job. Je suis toujours curieuse de savoir, maintenant que tu es encore impliquée dans tout ça, mais que tu n'es plus athlète professionnel, tu bouges-tu encore? Ça a été quoi pour toi la transition justement de genre entraînement full intense, mindé sur un objectif, puis là maintenant revenir dans une routine qui est probablement juste pour le plaisir puis le fun de le faire. Ça a été quoi pour toi cette transition-là? Tu as vraiment des bonnes questions. Fait que dans le fond, vu que j'ai quitté selon mes propres termes, ayant atteint tous mes objectifs, j'ai pas quitté en étant écœurée. J'avais encore envie de faire mon sport, faire d'autres sports surtout, d'avoir une belle variété dans ma pratique sportive. Fait que j'ai commencé à faire du vélo de montagne, j'ai commencé à faire plus d'escalade, des sports que je pouvais pas me permettre de faire avant par peur de me blesser. Fait que je pratique du sport régulièrement, tous les jours, mais vraiment dans le plaisir. Je fais qu'est-ce qui me tente, la longueur qui me tente. Ben là, je suis un petit peu blessée, là, mais ça, c'est une autre histoire. Puis c'est ça, j'ai mon cercle d'amis avec qui je fais ce sport-là, mon copain. Fait que c'est encore ancré dans moi, dans mes envies, mes passions. Fait que non, c'est encore très, très, très présent pour moi, le sport. Non, je suis contente d'entendre ça, puis t'es dans le bon spot pour faire tout ça. C'est ça. C'est pour ça que je suis encore ici au Mont-Saint-Anne. Mais par contre, j'ai dû me désister de Strava parce que ça, ça me mettait de la pression. Ah ouais. J'avais l'impression que tout le monde regardait ce que je faisais, puis j'avais vraiment envie de retourner à la base, au plaisir, puis de faire ça pour moi, pas pour les autres qui me regardent sur Strava, pas pour avoir des coups d'os. Puis on n'a pas parlé de ça beaucoup, là, mais on peut y revenir. Tout l'aspect, genre la pression, là, j'imagine que là, d'aller aux Olympiques, c'est tout un autre niveau, là, mais vous vivez au quotidien où tu vivais une énorme pression de performer, tu avais des yeux sur toi. Comment tu as vécu ça?
C'est-tu lourd? Mais oui, je veux dire, je pense que j'ai été comme... Moi, je fais beaucoup d'anxiété dans la vie, mais j'ai travaillé comme vraiment fort en préparation mentale pour garder cette anxiété-là sous contrôle. Fait que c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'anxiété pendant ma carrière, j'ai eu des moments d'insomnie, de grand stress, mais j'ai réussi à vraiment calmer cette anxiété-là puis à l'utiliser à bon escient. Fallait vraiment que je fasse un effort conscient là, pour gérer ça. C'était pas facile pour moi. Mais je suis fière de dire que j'ai réussi à le faire. Puis grâce à ça, ben, j'ai eu des meilleures performances. Puis, c'est ça, des années de préparation mentale. Ouais. Fait qu'aux Olympiques, oui, j'étais stressée, mais c'était contrôlé. C'était toujours sous contrôle. T'es hot, hein? Moi, j'arrive pas à le contrôler dans ma vie quotidienne normale. OK, chapeau! Ben, c'est un travail de longue haleine. Ouais, non, je comprends. Je comprends, puis c'est comme, ça va un peu sans le dire, mais l'aspect mental dans la performance, autant que juste dans ton bien-être et ton plaisir, c'est tellement important. Puis c'est pas nouveau pour tout le monde qui écoute le podcast. J'en parle, puis j'en parle, puis j'en parle encore. C'est quoi les choses que tu as faites autant durant ta carrière d'athlète que maintenant dans ton après-carrière pour prendre soin de ta santé mentale? Ah, mon Dieu, ben j'ai tellement fait de méditation, puis de visualisation, puis même encore aujourd'hui, quand je suis pas capable de m'endormir, je retourne à l'imagerie que je faisais avant de me coucher quand j'étais athlète, puis maintenant, je m'endors comme ça. C'est juste de la pratique. C'est comme un muscle. C'est quoi cette imagerie-là? Là? Moi, je veux les détails! Ben, dans le fond, je m'imagine sur le bord d'une plage, puis j'utilise l'imagerie avec les 5 sens. Fait que là, je vois ce qui m'entoure, je sens le sable sous mes pieds, le soleil. Fait que c'est juste, j'entends les bruits, la mer, les bruits des mouettes. Fait que c'est juste de vraiment se concentrer sur tous ces détails-là avec les 5 sens. Puis ton cerveau arrête de tourner pour se concentrer sur l'imagerie que tu es en train de faire. Ça prend de la pratique. Quand même, là, c'est pas après une fois que tu vas être capable de t'endormir en 2 secondes, mais avec la pratique, ça va devenir de plus en plus facile. Bon à savoir, je vais essayer, puis je t'enverrai un petit. Tu m'en donneras des nouvelles. Sandrine, ça marche pas! C'est ça. Mais non, mais je te comprends, puis tout comme j'en fais moi aussi, peut-être pas de la même façon, là, mais de la méditation, du mindfulness, du breathwork, tout ça. Puis effectivement, tu peux pas faire ça une fois puis penser à être... all better. Non, c'est ça. Fait qu'en dehors de la méditation, imagerie, y a-tu d'autres choses que tu fais dans ton quotidien pour prendre soin de toi? Oui, en général, peut-être? Ouais. Il y a les respirations qui sont vraiment très utiles. Fait que la cohérence cardiaque, un outil que j'utilise encore aujourd'hui quand je suis stressée. Sinon, c'est de prendre du temps pour soi. Là, dernièrement, je suis pas vraiment bonne à m'écouter, là, à écouter ce conseil-là que je donne, mais c'est juste de prendre le temps de s'arrêter pour faire quelque chose qu'on aime. Comme, oui, moi, le sport, ça fait partie de ces choses-là, mais j'aime aussi cuisiner. Fait que t'es vraiment dans le moment présent, tu te concentres sur couper tes carottes ou faire tes muffins. Ou ça peut être de faire de l'art ou de la peinture. J'aime ça faire de la peinture, j'aime ça faire du macramé. Puis j'ai vu que t'avais un chien. J'ai un chien, j'ai flatté le chien. Cute. Oui. J'ai quasiment dit de l'amener, mais on n'a pas le droit dans ce chalet-là. Fait que c'est plat. Mais il est vraiment trop cute. Oui, c'est ça. Zoothérapie, un autre bon moyen de calmer le stress. C'est cute. Oh, good. Fait que là, j'ai un peu juste des questions un peu générales. Ils vont peut-être avoir besoin d'un peu de réflexion, fait que prends ton temps, mais je suis toujours curieuse. Ça a été quoi le plus gros défi de ta carrière, puis I guess le plus gros défi d'après? Ouais, c'est des bonnes questions. Désolée, je te fais réfléchir. Non, c'est correct. Mais je pense que le plus gros défi, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a vraiment été mon poste olympique. Parce que j'ai pas dit l'entièreté de l'histoire, mais je suis allée 2 fois en appel contre la fédération parce que j'avais été exclue de l'équipe nationale, j'avais perdu mon salaire d'athlète. Fait que je savais que je voulais continuer, mais j'avais beaucoup moins de ressources financières, plus de soutien de la part de l'équipe. Ça a été vraiment une période très difficile. Fait que oui, il y a eu le côté de la préparation mentale qui m'a permis de justement retrouver le feu, mais il y avait aussi tout le côté politique
qui vient avec le sport amateur. Le sport en général, tiens. Fait que ça a été vraiment difficile, puis ça m'a vraiment découragée du sport. Ouais. Moi, je peux imaginer. Mais, ouais. Il y a ça pendant ma carrière. C'est quoi? Puis là, je rentre peut-être dans les détails, mais je sais qu'il y en a qui écoutent, fait que je veux poser les questions un peu pour eux. Toi, ton financement en tant qu'athlète, tu l'as eu vraiment à travers le Centre national, si j'ai compris? Non, le Centre national ne finance pas les athlètes. C'est vraiment quand tu es sur l'équipe nationale. Ça peut être dur à comprendre, mais oui. Donc, l'équipe nationale regroupe des athlètes qui sont souvent sur les centres nationaux. Il y a 3 centres nationaux au pays. Il y en a un ici au Mont-Saint-Anne, un à Thunder Bay en Ontario, puis un à Kenmore en Alberta. Puis l'équipe nationale regroupe les meilleurs athlètes du pays. Les centres nationaux regroupent des athlètes qui postulent. Fait que ça peut être des gens de partout, mais souvent, ici au Mont-Saint-Anne, on retrouve plus des gens du Québec, et ainsi de suite pour l'Alberta puis l'Ontario. C'est-tu la seule option de financement que vous avez en tant qu'athlète? Mais dans le fond, on a le brevet qui vient avec l'équipe nationale. Fait que lui, il vient du gouvernement fédéral. Fait que c'est des critères qu'il faut atteindre. Il y a aussi un petit brevet avec le gouvernement provincial, avec la fédération provinciale, puis il y a aussi l'équipe Québec qui fournit un montant. Puis, oui, ça, c'est pas mal les seules sources de financement qui viennent des gouvernements. Sinon, il y a beaucoup de fondations ou d'organismes qui donnent des fonds aux athlètes. Mais il faut postuler, c'est comme sous forme de bourse. Il y a beaucoup de bourses d'études, fait que c'est un avantage d'être aux études quand tu es athlète. Il encourage vraiment ça, les athlètes aux études. Puis, finalement, il y a les commanditaires. Ça, c'est le côté un peu plus difficile parce que ça requiert du temps. Moi, pour ma part, j'avais une agente qui m'aidait beaucoup avec ça. Oui, fait que j'avais engagé quelqu'un. Ça vaut la peine parce que elle, c'est son travail. Puis elle reçoit une cote quand elle te trouve des commandites. Fait que ça l'encourage à justement chercher pour toi. Ben bon à savoir, hein, parce que je suis sûre que ça doit être assez commun, là. Les gens veulent continuer, puis ça doit être un méchant roadblock pour beaucoup aussi. Oui, c'est très cher. On parlait tantôt de justement que les femmes arrêtent pour plein de raisons, mais en général, il y en a peut-être beaucoup d'autres qui arrêtent pour ça aussi. Fait que c'est bon à savoir. Je continue là avec mes questions. Ça a été quoi la plus grosse leçon que tu as appris jusqu'à date avec tout ça? Pendant ma carrière? En général, dans la vie, mais oui, avec ta carrière et peut-être après. OK, j'ai 2 choses à dire sur le sujet. Je reviens encore avec le plaisir, mais très important, si tu veux faire une carrière dans le haut niveau, il faut que tu trouves une manière de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Sinon, c'est pas durable. Sinon, tu vas te brûler. Sinon, tu n'auras pas de fun, tu seras pas motivé, puis ton corps ne suivra pas. Fait que trouve le plaisir dans les petits détails, dans les petits moments au quotidien, que ce soit avec ta gang d'amis, à l'entraînement, quelque chose que tu aimes faire, un entraînement en particulier que tu aimes faire, n'importe quoi, en autant que tu aies du plaisir dans ce que tu fais. C'est la base, toujours. Puis l'autre affaire, continuez vos études. Je suis tellement, tellement reconnaissante d'avoir continué mes études pendant mon parcours d'athlète. Il y en a beaucoup qui arrêtent. De moins en moins de nos jours, là, c'est de plus en plus valorisé et encouragé, notamment avec les bourses d'études. Mais je vois tellement d'athlètes qui étaient aux Olympiques avec moi qui avaient arrêté leurs études pour se concentrer uniquement sur le sport. Puis ils recommencent à zéro. C'est terminent leur carrière. C'est dur, c'est dur. C'est dans quoi tu as étudié? J'ai étudié en intervention sportive. Et ça, c'est mon bac, mais j'ai aussi un certificat en gestion d'entreprise puis un certificat en communication. Wow! Tu as été occupée, finalement. Ça a peut-être pris 10 ans, mais quand même. Ouais, c'est ça. Quelques trucs, quelques cordes à mon arc. C'est drôle. Puis là, j'arrive à un peu mes 2 dernières questions. J'y pose à chaque podcast, mais là, encore une fois, j'ai oublié de te le dire qu'est-ce que j'allais te demander. Fait que ça se peut que ça prenne un petit peu. Si tu as écouté les podcasts, tu connais que le jeu de chansons de vie que je demande aux gens à la fin des podcasts, un petit recap pour les nouveaux qui écoutent aujourd'hui pour la première fois. La musique, pour moi, c'est une énorme partie de ma vie. C'est une énorme partie de mon quotidien, comment je prends soin de moi, comment je prends mes petits moments des fois, ou que je me sors justement d'une journée plus difficile, je me motive, plein d'affaires. Puis à travers les années, il y a vraiment des chansons qui ont marqué plusieurs gros moments dans ma vie. Des fois, c'est des petits moments, des fois, c'est des gros milestones ou des gros changements. Puis j'en ai développé un peu un jeu que j'ai appelé les chansons de vie. Puis je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi les chansons de vie de mes invités. Fait que je te
laisse quelques minutes pour y réfléchir. Est-ce que tu as des chansons de vie et l'histoire qui va avec? Oui, mais j'en ai une qui me vient en tête rapidement, là. C'est Alive de Sia. Je sais pas si tu connais. Dans le fond, j'ai pas raconté toutes les difficultés que j'ai dans ma carrière, mais il y en a eu beaucoup. Puis avant les Jeux de 2022, juste avant de partir pour le camp le camp d'entraînement pré-jeu, j'ai testé positif à la COVID. Puis j'ai pas pu partir avec l'équipe. Je pensais que ma carrière était terminée et que j'allais pas aller aux Jeux olympiques. Finalement, j'ai réussi à aller aux Jeux olympiques pareil. J'ai fait les 3 tests COVID négatifs. Puis là, je me suis entraînée vraiment fort, mais toute seule avant les Jeux. Puis j'avais monté un petit vidéo après pour dire « ça y est, j'y vais ». Puis I'm alive, ça marche, on y va, let's go. Fait que c'est cool. Ouais, c'est ça. J'avais mis cette chanson-là, fait que ça me rappelle ce moment très charnière. Wow! OK, j'aime ça. J'étais sûre que j'allais être obligée de te faire réfléchir. J'oublie tout le temps de le dire. Fait que dernière question. Le podcast s'appelle What Moves You. On en a parlé un peu micro fermé, mais j'ai créé What Moves You pour rappeler aux gens qu'on n'a pas besoin de toujours être en train d'entreprendre des grosses choses dans notre vie pour se rendre heureuse, que ça n'a pas besoin d'être sa carrière ou même tu sais, les grosses choses où qu'on a souvent tendance à se mettre beaucoup de pression, mais qu'au contraire, toutes les petites choses qu'on fait pour nous-mêmes qui nous font triper, qui nous donnent le goût de se lever le matin, qui vont aller allumer le petit feu, que c'est aussi important, si pas plus important que les grosses choses qu'on met notre énergie aussi. Fait que je suis curieuse de savoir, si je te pose la question « What moves you », c'est quoi ta réponse? Je pense que c'est la nature. La nature est tellement résiliente, elle s'adapte aux changements. Puis je pense que c'est quelque chose qui me décrit aussi. C'est aussi un endroit où est-ce que j'aime me ressourcer. Puis la nature est tellement belle, puis ça me fait toujours du bien de me retrouver entourée d'arbres ou dans une rivière ou peu importe. Fait que je pense que c'est vraiment ça ma réponse. C'est parfait. Fait qu'écoute, Sandrine, merci beaucoup de ta vulnérabilité, de ton honnêteté avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui ont écouté puis qui ont trouvé plein de belles petites leçons ou bien qui ont juste eu du fun pendant 1 heure pendant que tu nous contais ton parcours. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère que tu as apprécié. Oui, c'est vraiment puis pour tout le monde qui écoute, merci d'être là. Puis on se voit lundi prochain. Bye!